Bonjour, je m'appelle Karishma Sohomer et je suis interne en psychiatrie dans le service du professeur Lanson en hospitalisation complète. Et aujourd'hui, j'ai décidé, à travers un cas clinique qu'on a eu dans le service, d'aborder le thème de l'inflammation dans la schizophrénie. Donc, voilà le plan que je vais suivre. Donc, premièrement, je vais vous introduire mon cas clinique avec le patient qu'on a eu dans le service. Ensuite, quels sont les liens entre inflammation et schizophrénie, notamment l'hypothèse de la vulnérabilité génétique, le stress environnemental et l'inflammation. Ensuite, quelles sont les hypothèses qu'on a pu retrouver entre inflammation et schizophrénie, les conséquences de l'inflammation et les pistes thérapeutiques. Donc, pour commencer mon cas clinique, j'ai pris l'exemple de Monsieur B, un patient de 51 ans qui a été hospitalisé pour une recrudescence anxio-délirante et qui est suivi au long cours depuis une trentaine d'années par le professeur Lançon. C'est un patient qui présente dans ses antécédents psychiatriques un suivi à l'adolescence pour des troubles du comportement, 4 hospitalisations pour des compensations de son trouble schizophrénique qui surviennent sur le même mode: insomnie, envahissement hallucinatoire et idées délirantes de persécution. On retrouve dans ses antécédents de traitement du Zyprexa à 20 mg, de l'aldol à 5 mg et de la clozapine à 450 mg. On retrouve également du Tegretol à 400 mg, mais qui avait été arrêté pour une hépatotoxicité, et de la dépakine à 500 mg. On note également un antécédent de traitement par paroxétine 20 mg pour un syndrome dépressif en 2019. Dans ces antécédents somatiques, on retrouve un VHC guéri en 2015 par un traitement antiviral que ce patient avait depuis les années 80, une notion de crise aiguë intermittente de porphyrie en 2014, une pneumonie aiguë communautaire qui a conduit à un passage en réanimation et un flotteur atrial. Dans ces antécédents addictologiques, on retrouve un trouble lié à l'usage de l'alcool et au tabac depuis ses 17 ans, qui a été sevré depuis 8 ans. C'est un patient qui vit seul, qui est célibataire, qui perçoit l'AH et qui a vivé jusqu'à présent avec son père, mais qui est décédé il y a quelques années. Donc, si on reprend un petit peu l'histoire de la maladie, ce patient il a présenté des troubles du comportement avec hétéroagressivité envers le personnel soignant à la clinique où il était hospitalisé. En effet, il était hospitalisé là-bas pour une réadaptation thérapeutique parce qu'il a présenté un surdosage en clozapine qui a conduit à des effets indésirables cardiaques et une insuffisance rénale aiguë. Donc, nous, quand on le reçoit dans le service, c'est un patient qui est arrivé mi-octobre, qui présente une altération du cours de la pensée, qui est très halluciné, qui présente un envahissement important avec de nombreuses angoisses et une tension interne difficilement contrôlable. Donc, on va poursuivre l'adaptation thérapeutique qui a été faite aux urgences où ils avaient introduit 20 mg d'aldol. Nous, on va introduire du Zyprexa. Donc, ce patient va être compliqué à prendre en charge parce que dans les 3 jours qui suivent le début de son hospitalisation, il va présenter un passage à l'acte hétéroagressif extrêmement violent vers un autre patient. Coup de poing, coup de pied. C'était un patient qui n'était pas du tout connu pour être violent sur les différentes hospitalisations. On n'a pas vraiment compris ce qui se passait. Donc, on retrouve une tension interne difficilement contrôlable, des hallucinations intrapsychiques très envahissantes qui nécessitent d'augmenter les thérapeutiques, notamment l'aldol à 40 mg et de réintroduire la dépakine qu'il avait déjà eue à 500 mg. Et on s'est également posé la question de la réintroduction de la clozapine. Donc pendant ces 10 jours qui vont être très longs en CI, ce patient il va être difficilement stabilisé et on va arriver à avoir une légère amélioration de ses symptômes lorsqu'on va réintroduire la clozapine. À sa sortie de CI, on va poursuivre l'augmentation de la clozapine, mais le patient va rester quand même très symptomatique, avec notamment des hallucinations intrapsychiques, avec des voix qui lui demandaient de se faire du mal. On va retrouver également des troubles du sommeil persistants. Et en poursuivant l'augmentation de la clozapine jusqu'à près 400 mg à un mois du passage en chambre d'isolement, on va noter une diminution des symptômes positifs et une légère amélioration du sommeil. 2 mois après son passage en CI, on va continuer à augmenter la clozapine jusqu'à 475 mg.
On va diminuer le Zyprexa également et on va avoir une stabilisation de ces symptômes avec quelques hallucinations intrapsychiques que le patient va arriver à mettre à distance. Et dans ce contexte-là, il y a des permissions qui vont être possibles. Donc, durant son hospitalisation, qui aura duré 3 mois, on va se rendre compte que ce patient, il a des taux de CRP qui sont supérieurs à la normale, qui est communément acceptée entre 4 et 6. Donc, on va lancer tout un premier bilan infectieux de débrouillage qui ne va pas donner grand-chose. Donc, à côté, vous avez un graphique qui retrace un petit peu l'évolution de la CRP durant son hospitalisation. Et on retrouve donc une CRP au-dessus de 6 au début de l'hospitalisation. Pendant la période où le patient il est en chambre d'isolement et où il est difficilement contrôlable et qu'il y a des passages à l'acte hétéroagressif, on n'a pas de bilan possible du fait qu'on n'arrive pas à lui faire et qu'il refuse. Mais quand on arrive enfin à lui faire un bilan, on se rend compte que la CRP elle est bien plus élevée à ce à quoi on s'attendait. Et donc, on a demandé un avis interniste qui nous a donc prescrit un bilan infectieux élargi, notamment avec une cryoglobulinémie, une sérologie VHC, une échographie vésico-rénale, une antigénurie pneumocoque légionnelle, des hémocultures à froid, une échographie transthoracique, un dosage des porphyrines, des coprocultures. Et tous ces examens, ils nous ont pas, on n'a pas retrouvé d'anomalies significatives à ces différents bilans. Et on s'est donc interrogé sur les causes inflammatoires potentielles qu'on pouvait retrouver dans la schizophrénie, ou si on pouvait retrouver une élévation de la CRP de façon idiopathique. Donc ça nous a amené à plusieurs pistes de réflexion, notamment est-ce que les variations de CRP ont entraîné des modifications symptomatiques chez ce patient? Quel lien il existe entre schizophrénie et CRP et quels sont les facteurs associés à l'inflammation dans la schizophrénie ainsi que ses conséquences? Donc, juste pour reprendre, qu'est-ce que c'est l'inflammation? Donc, il s'agit d'une réponse biologique qui est complexe en réponse à une agression qui peut être physique comme se blesser, se couper une plaie, biologique comme une infection et psychique comme donc une maladie mentale ou un traumatisme. L'agression du corps, elle va entraîner une activation donc d'une cascade immuno-inflammatoire qui va entraîner la libération de médiateurs de l'inflammation, notamment les cytokines, les prostaglandines et les leucotriènes. Et tous ces médiateurs de l'inflammation vont entraîner une vasodilatation qui va permettre donc d'augmenter la perméabilité vasculaire et d'attirer les cellules immunitaires sur le site de l'inflammation. Donc, ces réactions, elles font intervenir donc le système immunitaire, les cellules sanguines, les tissus et les organes, et elle peut être aiguë ou chronique. Et on a de nombreuses études qui soulignent en fait l'importance de ce système immunitaire dans la physiopathologie de la schizophrénie. Donc, pour répondre à notre première question, est-ce que les variations de CRP ont entraîné des modifications symptomatiques chez ce patient? Je me suis appuyée sur cette revue de la littérature qui a été publiée dans Progress et qui part du principe que l'inflammation, c'est un taux de CRP supérieur à 1, enfin un taux de CRP ultrasensible supérieur à 1, donc un marqueur fiable de l'inflammation périphérique, et que les patients qui présentaient cette inflammation périphérique avaient de plus mauvais résultats sur le plan symptomatique, c'est-à-dire au niveau des symptômes dépressifs, des symptômes psychotiques et des symptômes agressifs, et un fonctionnement altéré. Donc, si on reprend l'exemple de notre patient, tout au long de son hospitalisation, il avait un taux de CRP supérieur à 1, donc il avait bien une inflammation périphérique, et effectivement, on avait des symptômes qui étaient très graves au début. On s'est donc demandé si la CRP pouvait être un marqueur de gravité dans la schizophrénie. Et donc, on s'est appuyé sur cette méta-analyse de 50 études qui a étudié la différence entre le niveau de CRP chez les patients qui présentent un trouble schizophrénique et les témoins. Et on en a conclu que les niveaux de CRP étaient plus élevés à la phase aiguë et en rémission que la population générale. Et donc, cette méta-analyse, elle montrait également que les patients qui présentaient un taux de CRP à la phase aiguë, il était plus élevé ce taux de CRP qu'à la phase stable. Donc, ça pourrait donc nous indiquer que la CRP est un indicateur du caractère évolutif. Donc, si on reprend l'exemple de Monsieur B, on retrouve que dans la première partie de son hospitalisation, il a des taux de CRP qui sont relativement hauts, même si on n'a pas
on va dire, les chiffres lorsqu'il est en chambre d'isolement, mais comparé à la deuxième partie de l'hospitalisation, on a des taux de CRP plus bas et des symptômes plus contrôlables. Donc, on peut donc se demander quels sont les liens entre schizophrénie et CRP. Donc, il y a un modèle qu'on retrouve dans de nombreux papiers de la littérature, qui est le modèle vulnérabilité génétique, stress environnemental et inflammation, qui part du principe qu'à partir d'une vulnérabilité génétique, dans la réponse immunitaire ou inflammatoire à un stress, on va avoir un premier facteur de stress qui va se surajouter à cette vulnérabilité, comme une infection pendant la grossesse ou une exposition à des virus dans l'enfance qui vont augmenter le risque de développer des symptômes. Donc, on va retrouver les infections à herpès simplex de type 2, le cytomégalovirus, le toxoplasmose gondii. Et on a également donc tous ces facteurs, tout ce premier facteur de stress qui peut entraîner donc une modification cérébrale, notamment la microglie, dont je vais en reparler plus tard, qui est le système de défense du cerveau, et une élévation des marqueurs de l'inflammation. Et cette fragilité va être à l'origine, enfin, en rajoutant un second facteur de stress, elle va être à l'origine du développement de troubles schizophréniques qui vont ensuite s'auto-entretenir par les mécanismes de l'inflammation qui se perpétuent. Donc, si on reprend l'hypothèse inflammatoire dans les troubles schizophréniques, il y a de nombreuses preuves qui suggèrent que l'inflammation, elle va interagir au niveau des neurotransmetteurs, du neurodéveloppement, c'est-à-dire lorsque le cerveau va se constituer, notamment les neurones, et pourrait être également impliqué dans la neurodégénérescence. Donc, tous ces mécanismes, ils impliquent des cytokines pro-inflammatoires, qui sont les médiateurs de l'inflammation, une modification de la microglie et donc une inflammation de bas grade avec une élévation de la CRP. Donc, quand on reprend un petit peu différents articles, on retrouve qu'il y a environ 40% des patients qui vont présenter une altération des voies liées à l'inflammation. On va retrouver 3 catégories de réponses immunitaires anormales, notamment une activation chronique des macrophages et des cellules T, un déséquilibre au niveau de ces cellules T auxiliaires et une activation de la microglie. Donc, ces différents systèmes, ils sont intriqués les uns aux autres. Le système de l'inflammation qui va être également intriqué au système du stress oxydatif, puis au système, on va dire, du cortisol. Et tout ça, ça va entraîner donc une angiogénèse altérée et une augmentation de la perméabilité de la barrière hémato-encéphalique qui peut conduire donc à une dégénérescence neuronale et des anomalies de la substance blanche. Donc, si on reprend les patients qui présentent un trouble schizophrénique, on va avoir des taux de cytokines et des marqueurs inflammatoires augmentés, comme l'interleukine 6 et la CRP. Donc, l'activation de la microglie, qu'est-ce que c'est? Donc, en fait, les microglies sont des cellules immunitaires du système nerveux central qu'on retrouve aussi dans la moelle épinière, qui vont protéger le cerveau contre des agents pathogènes et qui vont aller sur le site de l'inflammation. Cette réaction va entraîner un état de neuroinflammation léger et continu, mais qui peut avoir des conséquences sur les cellules nerveuses, notamment une perte neuronale, une réduction des épines dendritiques et une dégénérescence de la myéline. L'activation de cette microglie, elle va entraîner différentes cascades de réactions, notamment l'augmentation du stress oxydatif, une altération du métabolisme du tryptophane. Le tryptophane, qui est un acide aminé qui est important pour la synthèse de sérotonine et de mélatonine et qui joue un rôle clé dans la modulation du microbiote intestinal. Tous ces facteurs-là vont entraîner possiblement une perte de neurones. Donc, il y a différentes preuves qui montrent que les cellules microgliales, elles s'amorcent tôt dans la vie et que lorsqu'elles sont soumises à un facteur de stress, elles sont d'autant plus vulnérables à une suractivation chronique dans le temps. Donc, toute cette activation de la microglie, pourrait conduire à une perte de matière grise dans les régions comme le cortex préfrontal et l'hippocampe et altérer également la transmission dopaminergique. On peut donc se demander quelles sont les conséquences de cette inflammation. Donc, comme on l'a déjà dit, il y a un tiers des patients qui présentent une inflammation de bas grade. Donc, comme on l'a vu chez notre patient, il faisait partie de cette population-là. Donc, c'est-à-dire une réponse immunitaire anormale et persistante à un moment donné où le corps va commencer à se défendre contre lui-même.
Cette inflammation de bas grade, elle va être à l'origine de symptômes psychiatriques plus sévères, avec une diminution de la qualité de vie, et elle va avoir des conséquences sur le système cardiovasculaire, gastro-intestinal, le système immunitaire, et être par la suite responsable de cancers et de maladies métaboliques. Mais il y a également différents facteurs qui peuvent intervenir sur l'inflammation chronique, notamment le stress, la dépression, le tabac, les infections, la pollution, le régime alimentaire et le microbiote intestinal, donc qu'on a déjà brièvement évoqué. Donc, ces molécules inflammatoires, comme le TNF-alpha ou les interleukines, qui sont donc les médiateurs de l'inflammation, vont contribuer à la résistance à l'insuline et à des problèmes cardiaques. On peut donc s'interroger si les anti-inflammatoires pourraient diminuer les symptômes psychiatriques chez ces patients. Et donc, c'est pour ça qu'il est important de comprendre que ces patients ont une inflammation de bas grade. Donc, on s'est également posé comme question si l'inflammation périphérique pouvait être responsable d'une résistance au traitement. Et on se rend compte que chez notre patient qui était sous clozapine, pendant les périodes où il avait une CRP élevée, on avait des symptômes difficilement contrôlables. Mais que lorsqu'on avait une diminution de cette CRP, le traitement était suffisamment efficace à ce moment-là. Donc, à travers ces deux études qui ont été publiées, on retrouve donc qu'il y a 30% des patients qui ont des taux élevés, on retrouve qu'il y a 30% de ces patients qui ne répondent pas suffisamment au traitement, que l'ultra-résistance s'est définie comme un traitement par clozapine et un score de PANSS, donc de sévérité clinique supérieure à 70, que la CRP, c'était le marqueur qui a été retenu pour définir l'inflammation de bas grade, et que justement, cette ultra-résistance des traitements, elle était associée à l'inflammation, à la durée de la maladie et à l'altération du fonctionnement des patients présentant un trouble schizophrénique. Et on a donc retenu que l'inflammation périphérique de bas grade, elle pouvait être associée à une ultra-résistance des traitements. On a également vu que les patients qui étaient résistants à ces traitements-là, notamment donc à la clozapine, pouvaient avoir des niveaux significatifs plus élevés d'interleukine par rapport à ceux qui répondent, par rapport aux bons répondeurs. On s'est donc interrogé sur aussi un autre versant des conséquences inflammatoires, c'est-à-dire si l'inflammation pouvait avoir un rôle sur le déclin cognitif. Et à travers cette méta-analyse de 25 études publiées dans Progress, on retrouve qu'il y a une association inverse, une relation inverse entre les taux d'interleukine, les niveaux plasmatiques, et les performances cognitives, notamment dans l'attention, la vitesse de traitement, les fonctions exécutives, la mémoire de travail et l'apprentissage. Et donc, ça suggère bien qu'il y a un lien entre inflammation et déclin cognitif chez les patients qui présentent un trouble schizophrénique. On peut donc se demander qu'est-ce qu'on peut faire pour nos patients et donc quelles sont les différentes pistes thérapeutiques vers lesquelles on peut s'orienter. On va retrouver les règles hygiéno-diététiques, notamment l'alimentation, le sommeil, l'activité physique. L'activité physique qui aurait un effet anti-inflammatoire. Le sommeil qui fait que lorsqu'on a des troubles du sommeil, on peut avoir une inflammation ou inversement. Lorsqu'on a une inflammation, ça peut donc potentialiser les troubles du sommeil. On a également les traitements antipsychotiques, les traitements adjuvants, et ensuite l'électroconvulsivothérapie. Donc, comme j'ai déjà un petit peu expliqué auparavant, il y a plusieurs facteurs qui peuvent jouer sur la neuroinflammation. Donc, l'augmentation des cytokines pro-inflammatoires par l'activation de la microglie. Mais il y a également l'alimentation qui peut réguler l'état inflammatoire. Notamment, on va retrouver différents aliments au régime alimentaire qui peuvent avoir des potentiels anti-inflammatoires, comme le régime méditerranéen, ou pro-inflammatoires, c'est-à-dire les aliments comme les viandes rouges, les charcuteries, les sucres rapides, les produits transformés. On a également retrouvé que les acides gras, donc les oméga 3, avaient une activité anti-inflammatoire. Donc, ils étaient essentiels pour le bon développement et le fonctionnement du cerveau, de la rétine, du système nerveux. Et ils étaient associés à une diminution de la morbidité et mortalité cardiovasculaire.
On retrouve également chez les patients présentant un trouble schizophrénique des taux inférieurs de vitamine D. C'était le cas également de notre patient qu'on a dû supplémenter en vitamine D. Donc la vitamine D, je ne l'ai pas dit, mais c'est une hormone stéroïdienne qui a également des propriétés immunomodulatrices. Concernant les antipsychotiques, donc on a certains antipsychotiques qui ont des propriétés immunomodulatrices et à travers une méta-analyse qui a été publiée dans Anti-Inflammatory Effect of Second Generation, on retrouve une réduction significative des cytokines pro-inflammatoires après un traitement par risperidone. Et donc, on a retrouvé des changements significatifs des cytokines avec une diminution de l'interleukine 6 et du TNF-alpha chez les patients chroniques. Donc, ça suggérerait donc que les antipsychotiques ont également une action sur l'inflammation et le système immunitaire. On a également retrouvé dans la littérature des traitements adjuvants, c'est-à-dire des traitements qu'on va rajouter en complément des traitements principaux pour améliorer la réponse, notamment le célécoxib qui est un anti-COX-2, c'est-à-dire la cyclooxygénase 2, c'est une enzyme qui intervient dans la transformation de l'acide arachidonique, on va dire, en médiateur de l'inflammation, mais elle a été associée à des risques cardiovasculaires quand même accrus, ce qui n'est pas forcément recommandé dans les populations présentant un trouble schizophrénique. On a également la N-acétylcystéine qui est un précurseur du glutathion qui est un antioxydant qui intervient justement dans le maintien du système immunitaire en le protégeant du stress oxydatif, qui semble avoir des effets bénéfiques en tant qu'adjuvant sur les symptômes négatifs de la schizophrénie, mais également dans d'autres maladies comme la dépression et les troubles obsessionnels compulsifs. On a également retrouvé la minocycline, qui est un antibiotique antibactérien, qui associé à la risperidone avait diminué les symptômes négatifs dans la schizophrénie. On retrouve également le prédnisolone qui a montré une certaine efficacité, mais une utilisation risquée des effets indésirables sur les niveaux de cortisol. On a également des médicaments immunomodulateurs comme le fingolimod, qui est en fait un modulateur des récepteurs qu'on va retrouver à la surface des lymphocytes, qui va ensuite permettre une séquestration en fait, de ces lymphocytes au niveau des organes lymphoïdes. Et on a également des anticorps monoclonaux comme le tocilizumab, qui lui intervient, qui est un anticorps monoclonal humanisé qui va bloquer l'action des récepteurs à l'interleukine 6, qu'on a vu qui est directement, qui est plusieurs fois impliqué dans l'inflammation. On s'est donc aussi orienté vers les ECT. On sait que dans les troubles schizophréniques, on retrouve donc une inflammation de bas grade et que cette inflammation de bas grade, elle était associée à des symptômes plus sévères et difficile à prendre en charge. Et on s'est rendu compte que les ECT pouvaient également réduire l'inflammation périphérique chez les patients présentant un trouble schizophrénique et donc atténuer la neuroinflammation. Donc, pour conclure, à travers ces différentes études, on a vu qu'il y a l'implication du système immunitaire et inflammatoire dans la pathogénie de la schizophrénie, qu'il y a un tiers des patients qui présentent un trouble schizophrénique qui vont présenter une inflammation de bas grade, comme c'était le cas de notre patient, que la CRP était un outil utile pour le dépistage de l'inflammation, que cette inflammation de bas grade, elle était également associée à une ultra-résistance au traitement, et que c'est un outil utile justement à la CRP pour justement l'impact que ça peut avoir sur les symptômes et la qualité de vie de nos patients. Et je l'ai brièvement évoqué, mais c'est un sujet de recherche qui est très étudié en ce moment, c'est le microbiote intestinal qui serait intéressante justement dans cette piste inflammatoire avec l'axe cerveau-intestin. Voilà, merci de votre attention. Et voilà les sources.